Nous allons réaliser une corpectomie latérale dans le but de traiter une hernie discale chronique protrusive. Pour cela, nous allons réaliser une voie d'abord ventrolatérale du rachis. Cet abord ventrolatéral se réalise pour l'espace que nous avons ciblé entre la 13e vertèbre thoracique et la première vertèbre lombaire, en arrière donc de la 13e côte et en avant du processus transverse de L1. Nous allons aborder le corps vertébral dans sa partie latérale et ventrale afin de décomprimer la moelle épinière. Pour cette chirurgie, le positionnement du chien doit être particulier. Il est en décubitus sternal sur les antérieurs et progressivement, on a une très légère rotation pour arriver à un décubitus latéral sur les postérieurs. Très important également est de placer en extension le membre postérieur superficiel afin de mettre en tension les muscles ilio-costaux. Selon cette contention, on retrouve le rachis dans la position qu'il occupe et notre abord entre T13, la côte étant dirigée de la sorte, et L1, le processus transverse étant dirigé comme ceci, nous permet d'aborder les corps de T13 et de L1 par une voie ventrolatérale. À titre de comparaison, on voit aussi le site pratiqué pour une hémilaminectomie en retirant les facettes articulaires et les processus accessoires. Si on réalise une mini-hémilaminectomie, on peut ouvrir le canal vertébral en ne retirant que le processus accessoire autour du foramen. Sur le modèle où la moelle épinière apparaît en rouge et le disque ectopié en jaune, on voit très bien que la moelle ayant tendance à mouler le matériel discal ne peut pas être atteinte par mini-hémilaminectomie ou par hémilaminectomie. Pour cela, on va donc pratiquer une corpectomie latérale. Pour la voie d'abord, les repères anatomiques sont les suivants. La 13e côte que l'on suit jusqu'à son insertion sur le corps de T13 et le processus transverse de L1 qui est dirigé en direction de la 13e côte. On va diviser l'angle fait par le rachis et l'angle fait par la 13e côte en deux pour créer une incision qui va permettre d'aborder les muscles ilio-costaux, dévier dorsalement la masse commune lombaire en suivant les processus transverses des vertèbres lombaires proximales. Donc, incision cutanée. On incise le poussier. Voilà. Et la graisse située sous le poussier. On va mettre en place les écarteurs autostatiques, donc les GLP. Et on se retrouve au niveau de l'aponévrose musculaire. Selon la même incision, on incise la graisse sous-cutanée. On a de la chance avec ce chien qui n'est pas trop gras. Jusqu'à l'aponévrose musculaire qu'on va découvrir en dessous. Voilà. Sous cette aponévrose musculaire, on verra arriver les muscles ilio-costaux qui viennent s'insérer là et qu'on va désinsérer sur les 3 dernières côtes pour se donner un accès à la région d'intérêt. Donc on peut inciser l'aponévrose musculaire pour découvrir les muscles en question. Et on voit arriver les muscles ilio-costaux qui ont une orientation dorso-ventrale pour venir s'insérer sur les côtes. Donc on va désinsérer ces muscles au bistouri électrique généralement, ce qui n'est pas utile sur le cadavre évidemment, et les récliner dorsalement pour la même raison, les ilio-costaux. Les écarteurs de GLP ont été mis sur l'aponévrose musculaire et on sectionne les insertions des ilio-costaux sur la 13e côte. Il faut faire attention à ne pas sectionner en même temps les muscles obliques externes et le muscle oblique interne. Donc on suit la partie caudale
de la 13e côte pour remonter progressivement vers les iliocostaux. Les écarteurs sont toujours sur l'aponévrose musculaire et on a désinséré les muscles iliocostaux dans la partie caudale et dans leur partie plus crâniale sur la 12e côte et la 13e côte. Donc on peut récliner ces muscles iliocostaux dorsalement pour découvrir progressivement la masse commune lombaire. Ce que l'on va faire en plaçant les écarteurs sous les muscles iliocostaux. Voilà. À ce stade, par palpation, on peut continuer à suivre la 13e côte jusqu'au corps de T13. Et dans l'interstice, ici, on va palper le processus transverse de L1. Sur la vue rapprochée, on voit maintenant la 13e côte. Les processus transverses et leurs extrémités sont ici. On voit à partir du processus transverse naître l'insertion du muscle oblique interne qui vient s'insérer à l'intérieur du thorax. Et les iliocostaux, comme la masse commune lombaire, vont être maintenant réclinés vers le haut. Pour ce faire, on va suivre la direction du processus transverse en soulevant la masse commune lombaire dorsalement et en ruginant les quelques insertions des muscles de la masse commune lombaire sur les processus transverses. À l'avant, on va trouver le petit tendon qui correspond à l'insertion du muscle transverso-épineux sur le processus accessoire et on va pouvoir le couper pour remonter la masse commune lombaire. On a mis en place un écarteur de Hohmann pour récliner la masse commune lombaire, ce que l'on ne fait pas en pratique mais qui peut être utile pour bien voir lorsqu'on est débutant et également pour cette dissection. Alors, on retrouve les éléments anatomiques de cette micro-anatomie locale avec la 13e côte qui vient s'insérer sur sa facette costale de T13, le processus accessoire de T13 qui limite ici juste en dessous le foramen. De ce foramen s'échappe le nerf spinal T13, du côté gauche en l'occurrence, et également sa division très rapide en une branche dorsale et une branche ventrale qui va suivre la 13e côte et qui va innerver le dermatome. Ce que l'on voit également, c'est le processus transverse de L1. Sa pointe étant ici, elle est courte et elle est relativement dorsale. Et on va trouver également dans cette région le disque intervertébral avec une veine que l'on perçoit ici, là, qui est une veine qui vient du foramen et qui rejoint la veine cave caudale. On est sur une veine qui va être reliée au plexus veineux ventraux. Donc on a intérêt à bien la visionner et éviter qu'elle les ait trop tôt pour pouvoir en faire l'hémostase. Voilà, le disque intervertébral, quant à lui, est dans cette direction-ci, c'est-à-dire juste en avant du processus transverse. Il est donc ici, là. Voilà. Là, comme c'est un vieux chien et le disque est partiellement calcifié avec une spondylose, donc je ne rentre pas plus mon aiguille dedans, mais c'est la direction 10, juste en avant, à la jonction entre le processus transverse et le corps vertébral de L1. Si on veut avoir une vision topographique complète, on peut glisser un dissecteur sous le corps de L1 et on s'aperçoit que le corps de L1 ne va pas très loin, même si c'est un grand chien, il en est lui-même du corps de T13 qui est juste ici. Et si je continue dans la direction ventrolatérale, je vais perforer la plèvre, donc on est dans une micro-anatomie qu'il faut respecter. Si on doit faire une corpectomie associée à une mini-hémilaminectomie, on va bien sûr éliminer le processus accessoire, faire une mini-hémilaminectomie sous le processus articulaire qui est donc ici, là, sur lequel est inséré le Hohmann, et ensuite on fera la corpectomie. Dans la mesure où on veut démontrer uniquement la corpectomie, on ne va pas faire de mini-hémilaminectomie dans un premier temps. Replaçons sur notre modèle les repères que nous allons utiliser dans le cadre du TP, crânio-caudalement sur un quart du corps vertébral, dorso-ventralement sur la moitié de la hauteur et latéromédialement jusqu'aux 2/3. Après mesure sur le scanner de la hauteur du corps vertébral, de l'espace et de sa longueur, de la position exacte de la protrusion discale et du bombement de ce disque à l'intérieur du canal, on prend la décision d'ouvrir plus ou moins largement. Plus ou moins largement, ça veut dire limiter au maximum la corpectomie à 50% de la hauteur du corps vertébral et à 25% de sa longueur de part et d'autre.
Ce sont à peu près les limites que l'on essaye de respecter, sauf indication particulière. Et ensuite, la profondeur de cette corpectomie va bien sûr dépendre de l'extension médiale du disque intervertébral qu'il va falloir désinsérer au niveau du corps vertébral. Donc on se situe sous le foramen et bien sûr au-dessus de la limite ventrale du corps vertébral à 50% maximum. Donc avant de commencer le fraisage, j'ai positionné cette aiguille à injection dans la partie latérale du disque, dans son anneau fibreux et dans l'espace intervertébral. La partie ventrale de la vertèbre étant à peu près ici, on va s'efforcer de ne pas dépasser pour cette corpectomie l'implantation de l'aiguille et crânialement et caudalement 25% de la vertèbre. Comme pour toute chirurgie neurologique, on s'efforce d'avoir une fenêtre la plus régulière possible en profondeur, en commençant par la corticale, puis en rentrant dans le spongieux. Dans le cas présent, il n'y aura qu'une corticale à passer, un os spongieux à fraiser, avant de découvrir le plancher du corps vertébral. Donc on débute le fraisage par la partie latérale du disque. On est dans une zone sans risque, une fois qu'on a protégé la racine, en la tirant vers l'avant. On va aller jusqu'au processus transverse en l'attaquant très légèrement dans le cas présent. Et on fait une irrigation alternative en fonction de l'échauffement qu'on a. On est très loin du canal encore, donc il n'y a pas de souci. En fraisant en direction médiale, on reste dans le spongieux, sous le canal vertébral et son plancher. Les limites caudocrâniales de la corpectomie sont à peu près celles qu'on avait fixées. On est ici sur de l'os compact, puis de l'os spongieux crânialement, de l'os compact, puis de l'os spongieux caudalement. Et juste en avant de L1, on a la position du disque. Donc on a fraisé l'ostéophyte qui était présent ici, et on est sous le canal, donc sous le foramen intervertébral, dans le corps vertébral, en direction du disque dorsalement. Donc on va élargir cette fenêtre progressivement, et notamment en profondeur, pour aller chercher le support du disque ectopié. On continue le fraisage dans le spongieux. Tant qu'on n'a pas de corticale, zéro risque. Et il faut bien conserver l'orientation qu'on s'est fixée en fonction du disque, de sa localisation, mais aussi en fonction de la profondeur que l'on s'est fixée pour ne pas monter dans le canal tout de suite. Dans un premier temps, on fait de la place sur le disque avant d'aller le chercher. Donc il faut que la longueur de la fraise soit calculée pour qu'on ait la bonne profondeur latéraux-médiale sous le disque. Sur cette vue transversale, on voit le travail de la fraise qui amincit ventralement le plancher du canal. Nous avons progressé dans ce fraisage. Donc la tranchée a maintenant atteint à la fois la corticale externe, le spongieux, et on arrive à une corticale interne sous le disque, que l'on voit encore ici. Voilà encore de l'anneau fibreux. J'y rentre ici mon aiguille, je suis dans l'axe du disque, et on va monter progressivement au niveau du canal, en direction de la hernie et du plancher du canal. Donc le mouvement, à partir du moment où on a atteint la profondeur souhaitée pour être sous le disque, va s'orienter plus dorsalement jusqu'à ne plus percevoir de résistance à partir du plancher. Ça veut dire qu'on a retiré l'anneau, qu'on a retiré éventuellement le ligament chinal dorsal, mais il n'est pas souhaitable de l'enlever pour ne pas avoir d'hémorragie, et surtout la partie du disque, le central, qui faisait hernie. Sur cette vue rapprochée, on a associé une hémilaminectomie pour votre meilleure visualisation de ce qui se passe dans le canal vertébral. Sous le processus accessoire, la moelle épinière apparaît donc rectiligne dans le cadre de cette épée, dans la mesure où il n'y a pas de bombement du disque intervertébral, et on trouve de part et d'autre à la fois du tissu spongieux qui a déjà été fraisé, le disque intervertébral que l'on va continuer à abraser par voie ventrale. Donc on démarre la mini-hémilaminectomie à partir de notre site. Pour des raisons de visualisation, on a également resséqué la branche dorsale à la branche ventrale pour ne pas être gêné dans la vision pour ce TP. C'est quelque chose qu'éventuellement on peut faire sur certains animaux lorsque la racine est particulièrement gênante. Le principe, à partir de ce moment-là, est de fraiser sous contrôle de la vue par les mini-hémilaminectomies en partant du bas vers le haut pour éliminer ce pavé de disque qui est à l'intérieur du canal et qui fait compression. Donc on part du ventral et on monte en douceur
Dans la mesure où on se situe au milieu du corps vertébral ou pas loin, il n'y a pas les sinus veineux qui sont plutôt vers nous au niveau de la mini-hémilaminectomie qu'au milieu du canal. Et donc c'est par toucher qu'on va éliminer tout ça en faisant descendre le matériel discal dans le site de corpectomie. Sur notre vue rapprochée, on voit commencer le fraisage au centre du disque, loin de la moelle épinière, et on va monter en douceur en direction du canal. Pendant toute cette phase, il est utile d'utiliser un palpeur qui permet d'apprécier la rigidité des tissus rencontrés entre l'os compact de la base du canal, le ligament longitudinal dorsal, mais également la partie dorsale de l'anneau fibreux. Alors nous avons fait donc un orifice de corpectomie sous tout le disque pathologique en le détruisant ici au niveau de son anneau fibreux et son noyau pulpodégénératif. Le site de mini-hémilaminectomie permet éventuellement d'appuyer sur ce matériel, et on le voit bien, pour le faire descendre dans le site de corpectomie progressivement. Donc on appuie dessus et on voit apparaître la dure mère, et on voit également apparaître de la graisse péridurale ici, avec une moelle qui descend dans le canal et qui n'est plus soulevée par le matériel discal quand ce matériel est exubérant. Donc il faut poursuivre cette manœuvre de descente par traction ventrale en enlevant tout le plancher du canal et en vérifiant à la fin de la chirurgie que le palpeur passe de part et d'autre du site de compression en restant plat, sans faire une bosse là où était le disque. À ce stade, l'extraction du matériel discal se réalise selon sa nature, par traction et aspiration lorsqu'il s'agit de matériel extrusif chronique, par fraisage lorsqu'il s'agit de matériel protrusif, jusqu'au ligament longitudinal dorsal qui marque la limite du canal. Ce fraisage s'arrête une fois que la moelle a retrouvé sa position normale. Sur cette vue transversale, on retrouve ces mêmes principes. En passant dessous, on arrive à bouger, à descendre ça qui était dans le canal. Voilà. Donc la moelle, tu vois, reprend sa place progressivement. Et on voit la moelle dans sa dure mère. Dans un tel cas, la traction sur le matériel discal aboutit à la fois à un traumatisme médulaire, mais également à une hémorragie des sinus veineux ventraux. Il est alors utile de réaliser un fraisage, bien sûr contrôlé dans son élévation thermique par une irrigation un peu plus soutenue, jusqu'à libérer totalement la moelle de ses adhérences et pouvoir pousser le matériel discal ventralement dans le site de corpectomie. Sur cette vue rapprochée de la pièce anatomique, on voit comment le palpeur agit pour pousser dans l'orifice de corpectomie le matériel ectopié. Grâce à cette manœuvre, on voit que la moelle a pu reprendre sa position normale sur ce qui était le plancher du canal vertébral, mais la contrepartie immédiate de cette mobilisation est une traction ventrale des plexus veineux dans l'orifice de corpectomie avec, comme on le voit, un risque accru d'hémorragie crâniale, mais également caudale. Cela nous permet de démontrer la technique d'hémostase utilisée. C'est une démonstration de la manière d'arrêter l'hémorragie. On attrape le faisceau, on l'appuie sur la base du canal, on laisse à peu près s'écouler 4 à 5 minutes, et à partir de ce moment-là, en rinçant, en aspirant, on n'a plus d'hémorragie et on peut s'en aller en laissant la corpectomie intacte. Sur le même cas précédent, les adhérences de la hernie ont nécessité une résection du disque au contact du sinus veineux, c'est-à-dire au-delà du ligament longitudinal dorsal. On voit comment traiter cette hémorragie par application d'un dissecteur de cride et d'une portion de muscle sur le plancher du canal vertébral. Voilà à quoi doit ressembler un site de corpectomie latérale associé à une mini-hémilectomie. On a un trou sous le disque dans toute la région où il était hypertrophié. On a un palpeur qui passe sans être soulevé sous la moelle et sans soulever la moelle. Donc on voit que la moelle ne repose plus que sur des restes de ligament longitudinal dorsal, mais il n'y a plus aucune compression, on a de la place. Et la dure mère n'est donc plus du tout déviée vers le haut. Nous retrouvons ces mêmes éléments sur la vue rapprochée. Le disque a été retiré par corpectomie
et la moelle est libre de passer du corps vertébral N au corps vertébral N+1 sans être soulevée ou déviée par le disque intervertébral. Le site de corpectomie est bien protégé du haut et des masses communes lombaires, donc il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit à l'intérieur. Et on va donc simplement refermer la masse commune lombaire en la libérant. Elle va venir se réappliquer sur le processus transverse en protégeant la moelle épinière dans son site.